Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir. Donc voici le webinaire hebdomadaire de la FAT sur le point de marché du 8 mai 2020. Je me présente, je suis Jean-Étienne Lenné, membre du bureau de la FAT, et je suis très heureux de vous présenter donc ce point de marché. Nous commençons tout de suite par un point sur l'un des marchés les plus importants pour l'ensemble des opérateurs, tant professionnels que opérateurs privés, à savoir l'or à long terme en mensuel. Refixons les idées. Depuis la grande hausse de la fin de l'année 1998, milieu de l'année 99 jusqu'en 2011, qui s'est achevé sur les niveaux de 1900 $ l'once, l'or est en train de retracer, c'est-à-dire il évolue à la baisse de cette grande hausse. Cette baisse s'est arrêtée sur des seuils de retracement à peu près de 50%, et le petit rond vous signale que nous avons eu un pattern assez classique, un doji. Vous voyez à gauche, il y a eu ensuite une inversion de polarité, enfin ensuite de plus, une inversion de polarité. Le marché est toujours à l'intérieur de ce retracement de 1900 à 1050 à peu près, je donne des ordres de grandeur. Il est en train de construire une tendance haussière tout à fait sympathique depuis qu'il a bien nettement cassé le seuil de 33,33 qui est un seuil de retracement de Dow, c'est le premier seuil de Dow, et il a même dépassé le dernier moment de force de la baisse 2011-2015 qui est marqué ici par la flèche. Actuellement, on voit qu'après avoir franchi le seuil de 23,6, il est en train de buter sur le seuil de 12,5. Donc ce marché est haussier et nous attendons simplement confirmation lorsqu'il aura cassé le plus haut de la bougie mensuelle, donc du mois de février. Le scénario majeur est qu'il va alors attaquer le seuil de retracement de 6,25 qui correspond presque au seuil de 1800 $ l'once. Et c'est le scénario majeur, il y aura certainement une petite butée, puis attaquer le seuil de 100% de retracement, donc de revenir à zéro, c'est-à-dire au sommet atteint en 2011. La vue suivante, nous montre un petit peu mieux ce qui se passe. Cette fois-ci, nous observons la baisse de 2011 à 2016 et nous regardons les retracements à la hausse de cette baisse. Le marché a correctement dépassé le seuil de 50%, ainsi que deux seuils qui se confondent un peu, 61,8 de Fibonacci, 62,5 de Gann, qui correspondent à 5/8. Alors c'est important parce que lorsqu'on casse ce cluster, le troisième je ne l'ai pas mis, c'est 66,66 de Dow, la coutume veut, l'historique, les statistiques nous disent, attention, c'est un signal que la probabilité de retracer complètement la baisse, cette probabilité devient importante. Il y a parfois un arrêt à 75% et 76,4. Nous voyons que le marché est justement en train de travailler autour de ce seuil de 76,4. Donc le scénario est toujours haussier tant que la tendance démarrée fin 2015 est haussière. Le slide suivant me permet de préciser. Le dernier moment de force de cette tendance haussière, indiqué par la flèche, est autour de 1450. Et si vous regardez attentivement les 4 dernières bougies actuelles, en données hebdomadaires, eh bien, le plus haut et le plus bas de ces 4 nous donnent le range, dans lequel le marché est un peu bloqué pour poursuivre sa hausse. Donc, à très court terme, on attend de voir s'il va en sortir par le haut ou par le bas.
Par le bas, il pourrait refaire une sorte de pullback sur le cluster 61,8, 62,5. Ça ne remettrait rien en cause. Ça serait peut-être même une pause normale, voire saine. En revanche, s'il sort par le haut, alors on sait qu'on attend le travail sur le seuil que nous avons décrit il y a quelques instants. Donc l'or est nettement haussier, encore une fois, puisqu'on est très loin des 1450. Je passe maintenant au marché du pétrole, qui est un peu complexe, puisqu'il y a deux contrats qui ne nous donnent pas tout à fait la même analyse, ou disons une analyse aussi simple. Alors, le contrat phare, c'est le WTI, West Texas Intermediate, le pétrole léger américain. Il est un peu biaisé, puisque vous voyez qu'à très long terme, la chute des marchés sous le niveau de zéro, jusqu'à environ moins 40, totalement normal sur un plan financier, et même sur le plan analyse technique, totalement normal, nous donnons un énorme canal baissier, néanmoins nous complique un peu l'analyse à plus court terme. Donc, le marché est baissier, ça c'est clair. Le graphique suivant vous le montre en données mensuelles. Alors, en données mensuelles, le marché est baissier tant qu'on ne repasse pas au-dessus du dernier moment de force, là où est ma flèche, à savoir à 62 $ US le baril. Je laisse le doji magnifique, cas d'école, mais qui est un petit peu anecdotique. Le marché, évidemment, va mettre du temps avant de retrouver une allure normale. Il remonte très légèrement. Il y a une inversion de polarité possible sur des niveaux d'un peu en dessous 30, marqués par le rond, qui vous donne inversion de polarité sur le point bas de début 2016. Le marché risque de s'y arrêter quelque temps. Si je regarde le graphique suivant en données hebdomadaires, on voit bien justement que à la hausse, le marché doit franchir deux petits seuils. Le dernier petit moment de force de la petite baisse de cette année 2020, c'est la flèche rouge du bas. Ensuite, il lui faudra un nouvel effort, combler le gap jusqu'à environ 41. S'il y arrive, alors scénario à la hausse pour remonter jusqu'au grand moment de force de la grande baisse, c'est-à-dire 62. Que pourrait faire le marché à la baisse? Eh bien, ce n'est pas tellement le WTI qui va nous le dire, c'est plutôt le Brent. Lui, le Brent est plus simple. Regardons tout d'abord à très long terme en trimestriel, le marché est baissier. Mais on voit par la bougie blanche actuelle son point bas qui est venu peut-être faire un support sur le niveau de à peu près 19, que vous retrouvez pour la première fois à l'aide de mon rond, les deux ronds rouges à gauche et celui de droite. Et on voit bien qu'il y a un niveau légèrement inférieur, vers 10, que le marché pourrait très bien atteindre, et ce, très vite. Donc voilà, non pas l'objectif à la baisse, comme si c'était mon scénario privilégié, mais voilà, je dis, un seuil potentiel de baisse. Lorsqu'on regarde maintenant le marché en mois, on voit nettement le mouvement actuel avec ce magnifique doji, et le mois actuel, le mois de mai, c'est une petite bougie blanche située dans la mèche supérieure du doji. Et en quelque sorte, le marché est coincé. Tant qu'il n'en est pas sorti par le haut, ni par le bas de cette bougie ou de la bougie d'avant, là on peut avoir différentes interprétations, le marché est en quelque sorte en apesanteur. Le graphique suivant me permet de préciser. Là encore, comme pour le WTI, nous avons deux seuils à franchir à la hausse pour que ce marché redevienne haussier. Tant qu'il n'a pas franchi et l'un et l'autre, avec des prix ronds comme 40, qui vont encore le stopper là aussi, eh bien, on ne risque pas de voir un marché repartir, tester le niveau de 70, qui correspond à notre niveau de 62 sur le WTI. Donc, on doit continuer à garder présent à l'esprit une chute potentielle des marchés sur les niveaux de 10. Je quitte le pétrole
pour regarder une matière première qui est actuellement sur le fil du rasoir, à savoir le sucre. Ça, c'est le plus grand contrat à terme de sucre, le fameux sucre new-yorkais. À peu près 55 tonnes cotées, c'est un contrat à terme. Un produit industriel très important qui a connu ces dernières années des sommets historiques de plus en plus bas. On est maintenant simplement à 35 dollars le contrat en 2011 et une grande baisse depuis. Où peut-il aller? Eh bien déjà, il est baissier tant qu'il ne casse pas son dernier moment de force à la baisse. C'est ma flèche sur des niveaux autour de 16 dollars. Il vient de buter et peut-être va-t-il faire un support sur un niveau ancien de 2007. Ça, c'est le troisième rond le plus à droite de mes ronds rouges. Mais voyez l'importance de prendre du recul. Si ce support ne tient pas, alors nous irons directement sur des niveaux de 5, c'est-à-dire que le contrat pourrait quasiment perdre 50% de sa valeur. Une analyse hebdomadaire, maintenant, nous précise la chose. Le marché en hebdomadaire était en train de construire une tendance haussière. Son dernier moment de force, c'est la flèche rouge. La chute de cette année a enfoncé ce moment de force, donc cette tendance haussière est finie. Voilà pourquoi le marché pourrait très bien continuer la grande tendance baissière que nous venons de voir il y a quelques instants. Il est coincé dans une énorme bougie blanche. Tant qu'il n'en casse pas le point haut à 11 dollars le contrat, ou le point bas qui est plutôt aux alentours de 9,50, eh bien le marché est en quelque sorte en apesanteur. Mais nous avons vu, logiquement, le scénario majeur, c'est qu'il est baissier et qu'il pourrait atteindre son objectif vers 5 dollars le contrat. En revanche, à la hausse, c'est un peu plus compliqué, puisque s'il casse les 11, la remise en cause de la baisse, il lui faudra préalablement casser les niveaux de 16. Donc là, il y a du chemin, et évidemment, nous en reparlerons. C'était un petit point sur les matières premières. Attaquons maintenant les actions avec un marché que je n'aime pas, puisqu'il est faussé. Le S&P 500 est faussé par les rachats de titres. Néanmoins, je vais continuer à observer les seuils de retracement. Alors ici, vous avez les retracements à la baisse de la grande hausse 2009, mars 2009 à février 2020. On voit que le S&P 500 n'a pas cassé le seuil de 50%. Il est au-dessus. 38,2 et 37,5 seuil de gagne. Il est donc en train maintenant de remonter cette grande vague de hausse où tout le monde se demande jusqu'où elle va aller avant de repartir à la baisse. La chute ayant été tellement violente, on peut parler d'un premier mouvement dans un crack. L'analyse technique nous apprend par le passé que le crack n'est pas fini. Je ne fais aucune analyse fondamentale, je ne m'en occupe absolument pas. Simplement, la vigueur de ce crack est simplement l'adaptation moderne des comportements humains de professionnels qui utilisent tous les mêmes sources d'informations et les mêmes méthodes. Donc, il y a un effet, on va dire, non pas un effet moutonnier, mais disons, il y a un effet d'imitation, tout le monde faisant la même chose. Le crack a été d'une violence considérable. Nous l'avons vécu ces dernières semaines. Alors, la grande question, c'est jusqu'où peuvent remonter les marchés? Bon, on voit que le S&P 500 est remonté au-dessus de 25,23. Le seuil d'après, clairement, c'est 12,5. Et cassé les prix ronds 3000. On va faire autre chose. On va conjuguer les retracements à la baisse de la grande hausse 2009-2020 avec les retracements à la hausse du crack. Ce sont les traits horizontaux qui partent de février 2020. Et là, vous voyez quelque chose de très intéressant. Les retracements à la hausse, donc cette vague actuelle de hausse, s'arrêtent sur le cluster 61,8, 62,5,
66, que je n'ai pas mis pour ne pas surcharger le graphique. Donc cette semaine va être extrêmement intéressante, en fait je pense les 2-3 semaines à venir. Tout d'abord on aura, on va dire, l'influence du déconfinement qui maintenant est quasiment généralisé. Alors il faudra peut-être attendre septembre, octobre pour voir vraiment des premiers résultats d'entreprise. Mais déjà l'ambiance des opérateurs va petit à petit se modifier, ça peut avoir un impact. Toujours est-il que nous sommes là encore sur le fil du rasoir. Si le marché bute sur ce cluster, scénario, alors, c'est qu'il repart à la baisse. S'il casse avec une certaine vigueur ce cluster, eh bien, nous irons tester 75 et 76,4 et le plus ancien moment de force de baisse lors de ce crack, signalé par ma flèche rouge. Maintenant, il nous faut analyser plutôt le cousin du S&P 500, à savoir le S&P 400. Lui, on voit déjà que de la grande hausse 2009-2020, il a retracé plus de 50%. On voit donc que le mouvement a été plus violent que pour le S&P 500. Et on voit que le rebond est plus faible. Il est en dessous des 25-23,6. Donc ça, c'est un signe. Et si maintenant je regarde de la même façon la conjugaison des retracements à la baisse de la grande hausse sur les 10 dernières années et à la hausse du crack du mois de mi-février, mi-mars, 23 mars, là on voit qu'on est en train de jouer autour des 50%. Donc on est loin du cluster 61,8, 62,5, 66, 66. Et donc là encore, les 2-3 semaines à venir vont être significatives. Si l'on réintègre la zone sous les 50%, là, nous aurons une information que le marché en a peut-être fini avec cette vague de hausse depuis environ le 20 mars 2020. En revanche, bien sûr, si on le voit attaquer et jouer autour de ce cluster, alors direction 76,4 qui correspond, vous le voyez, à un petit top à l'intérieur de la baisse, à 1900. Le S&P 600, là c'est encore pire et encore plus parlant. Le top de marché n'est pas en février 2020, mais il est en fin août, début septembre 2018. Donc la baisse, elle est commencée depuis longtemps. Et on a carrément enfoncé les 50%, on n'est pas allé jusqu'à 61,8, mais 50% clairement franchi. Et le rebond est très médiocre. Donc là, on voit qu'on a une divergence entre ces trois indices. S&P 500, les grandes capis, S&P 400, les capitalisations moyennes, et le S&P 600. Donc on peut se poser la question, est-ce que, à part les grandes valeurs américaines, et on sait qu'il y en a en fait très très peu, est-ce que l'ensemble du marché américain a effectué un rebond significatif? Eh bien, j'essaye d'apporter un élément à votre réflexion qu'en fait, non, le rebond n'est pas significatif pour espérer que l'on redépasse tous les sommets atteints par les marchés, quelle que soit la date de ces sommets. Alors, nous allons maintenant regarder un contrat à terme, le futur sur le Russell 2000. Le Russell 2000 est un indice, lui, beaucoup plus large, puisqu'il comprend 2000 petites et moyennes capitalisations. Et la même chose que pour le S&P 600, le sommet historique est déjà très ancien, donc presque 1 an et demi maintenant, et là encore, on a cassé le seuil des 50%, et là encore, le rebond est faible. Maintenant, nous allons mener une analyse comme Charles Dow les aimait bien. Nous allons comparer ces trois indices. En noir, l'indice Dow Jones industriel, en bleu, les valeurs de transport, en rouge, les utilities, services de base au grand public, et puis, intéressant, le Nasdaq 100 qui évidemment n'existait pas à l'époque de Charles Dow. Ces quatre indices sont comparés base 100 en mars 2009, de façon à effectuer une comparaison intéressante.
Bien sûr, le Nasdaq, dopé par les rachats de titres et par les valeurs technologiques très à la mode, caracole. Vincent Gane nous a bien montré la semaine dernière que c'est un marché qui est poussé par quelques capitalisations, les plus grosses valeurs, des mastodontes. Ce qui me permet de dire, au risque de choquer peut-être certains amateurs des États-Unis, que le Nasdaq 100 va finir par ressembler à l'IBEX 35, l'indice espagnol, qui est leadé par 7 ou 8 valeurs, et le reste de la cote est prié de suivre. Si vous regardez en revanche les 3 Dow Jones, on voit que le transportation, les valeurs de transport, lui, il est nettement dans un mouvement latéral depuis 2 ans, et là, il a craqué. On pourrait presque voir un triple sommet, pourquoi pas. On verra que sur d'autres marchés, c'est beaucoup plus propre. L'indice industriel, lui, donc il a craqué, il rebondit bien, mais on voit qu'il a moins craqué que le transportation. Et le utilities, lui, on voit que son petit rebond est fini et qu'il est reparti légèrement à la baisse. Donc, le sentiment est très légèrement baissier, hormis, encore une fois, des indices comme le Nasdaq 100, non pas peuplés, mais en fait qui sont soulevés par quelques valeurs. Le reste de la cote n'est pas du tout dans le même sentiment de marché. Je vais faire la même analyse avec les indices européens. Alors, le premier graphique présente les limites de construction puisque je n'ai pas pu trouver le DAX sans les dividendes, donc le DAX prix, qu'on appelle le DAX court, DAX K en allemand. Je n'ai pas pu trouver le même point d'origine, c'est-à-dire début 94. Mais je l'ai pour l'indice Eurostock 50, la courbe en noir, le CAC 40 en bleu et le SMI suisse en vert. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'Eurostock 50, comme le CAC, sommet de 2007 plus bas que le sommet de 2000. Et si le CAC a tapé son sommet de 2007, on voit que l'Eurostock 50, lui, est très nettement en dessous du sommet de 2007 et qu'il nous construit presque un magnifique triple sommet et qu'il est loin d'en avoir atteint l'objectif. Donc ça, c'est carrément baissier. Le CAC, lui, on va en reparler dans quelques instants. Le DAX, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est en train de faire à peu près la même chose que l'Eurostock 50, une espèce de triple sommet, pas très académique, mais une espèce, et qu'il est loin d'en avoir atteint l'objectif. En fait, le seul marché qui a réalisé nettement un plus haut en 2007 par rapport à 2000, c'est l'indice suisse. Et on voit que le CAC, certes, a fait perdre un petit peu à l'indice suisse. On pourrait presque tracer une droite de tendance, je ne l'ai pas fait pour ne pas alourdir ce schéma, mais il semble que peut-être c'est pour eux que le crack aura été un phénomène un peu pénible, mais peut-être sans autre forme de gravité. Attention, attendons de voir dans 6 mois. Mais là, il est beaucoup trop tôt pour le dire. En attendant, on voit que c'est quand même moins grave comme situation boursière que pour l'Eurostock 50. Maintenant, je prends les indices européens base 2009. Donc là, j'ai une base commune, c'est un petit peu plus juste sur un plan mathématique de regarder ce graphique. On voit donc nettement cette structure de type triple sommet pour l'Eurostock 50, qui est loin de son sommet. On voit que le DAX K caracole, mais on sait que l'industrie allemande a quand même été fortement boostée par on va dire, l'organisation de la zone euro. Néanmoins, sur un plan boursier, on retrouve cette structure en triple sommet. On est loin de son objectif, donc attention aux dégâts. Je vais mener l'analyse, mais maintenant sur les indices France. Alors, j'ai un problème puisque l'indice France le plus large, qui s'appelle le PAX,
n'a pas son origine depuis aussi longtemps que le CAC 40 et l'ex en bleu SBF 250 qu'on appelle maintenant le CAC All Tradable, qui d'ailleurs n'a pas du tout 250 valeurs, il en a un petit peu plus. On voit là encore que le CAC All Tradable, donc grande, moyenne, moyenne avec des valeurs que pour d'autres marchés on catalogue petites. Ce CAC All Tradable, lui, il avait fait un plus haut en 2007 supérieur au plus haut de 2000. Et là, il venait de faire un nouveau plus haut. Donc le marché a été en quelque sorte piégé et le crack est d'autant plus dévastateur. Le PAX a fait un nouveau plus haut, là aussi, et là encore, le crack est tout à fait préjudiciable à ce qu'on peut anticiper. Je mets ces trois marchés maintenant en base mars 2009. Alors, on voit quelque chose qui est très uniforme. Ça, c'est un petit peu exceptionnel. On voit vraiment que le crack affecte tous les compartiments de marché, même si les petites et moyennes capis étaient plus montées. Là, on voit que vraiment, les marchés ont très fortement chuté et que la reprise, somme toute, est très médiocre. Je regarde plus précisément en matière de ratio le leader, c'est-à-dire l'Eurostoxx 50. Alors, là, je vais mener une analyse un peu comme la grande spécialiste américaine des seuils de retracement, Caroline Boroden, B-O-R-O-D-E-N, à savoir que tant que le marché est à l'intérieur de l'amplitude du mouvement qu'il retrace, je poursuis mes seuils. Je continue à les considérer comme valables. Donc, vous avez ici les retracements à la baisse du très grand mouvement, mars, on va dire 2000, jusqu'à mars 2003. Vous avez ce grand mouvement de baisse, et vous avez le retracement à la hausse. Attention, j'anticipais sur le slide suivant. On voit que le sommet de 2007 a correspondu à 75%. C'est assez rare, mais c'est pour montrer que ça arrive. Le marché a buté sur 75%. Il aurait descendu quasiment en bas de la baisse. Comme il n'y a pas eu de clôture, je maintiens mon niveau 0%, c'est-à-dire on n'est pas sorti de l'amplitude du mouvement baissier. Et on voit que le triple sommet de l'Eurostoxx 50, eh bien, c'est pile le seuil de 50%. Et ça, c'est très mauvais signe pour des marchés haussiers. Et on voit que le crack nous a même ramené à 12,5%. La hausse, modestement, a un petit peu de mal à redécoller au-dessus de 23,25. Maintenant, je vais vous présenter quelques instants ce graphique qui est très lourd à lire, puisque au seuil de retracement précédent, j'ajoute les retracements à la hausse de la baisse 2007-2009. Donc je combine deux familles de retracements. Vous voyez énormément de points qui correspondent et on va voir un zoom de ce graphique dans le slide suivant, c'est un petit peu plus clair. Alors on voit bien que la hausse actuelle, suite au crack février-mars 2020, la hausse actuelle est pas du tout suffisante. Donc soit elle n'est pas finie et le marché aurait un potentiel de hausse facilement jusqu'à 50%, soit ça signifie que le marché est très très lourd et risque fort de nous emmener beaucoup plus bas. Ce qui est certain, c'est que si vous regardez autour du niveau 2008 pour l'Eurostoxx 50, nous avons 5 seuils de retracement qui se combinent entre les deux familles de seuils de retracement et ça nous indique donc qu'il y a un scénario majeur que si on ne voit pas très rapidement, comme nous sommes en données hebdomadaires, le marché dépasser les 3000, celui-ci risque de se traîner longtemps
longtemps, peut-être par exemple jusqu'en septembre, dans cette forêt de seuil de retracement. Encore une fois, je dirais, tant qu'on est nettement en dessous du 50% le plus épais, celui donc retracement de la baisse 2007-2009, eh bien le marché est nettement baissier. Donc ça, on le sait, mais le rebond actuel risque d'être beaucoup moins important que prévu. On voit que le haut des trois seuils autour de 3002 nous donnerait une petite inversion de polarité sur deux petits creux de mai et août 2019. Donc là encore, on a un marché très très lourd, un rebond très lourd et à court terme, il faut surveiller évidemment le seuil de 3000, mais s'attendre à ce que le marché oscille dans cette forêt de seuil autour de 2008. Je vais terminer le temps qui m'est imparti, à peu près 25 minutes. Un rapide clin d'œil sur l'euro-dollar qui a été très bien traité par mon ami Vincent Gane. Nous avons deux droites, une belle droite de tendance baissière, avec même un canal, je ne l'ai pas tracé pour ne pas compliquer le graphique, et une belle droite, pas tout à fait de tendance, mais presque de tendance haussière, qui remonte à très très loin, puisque bien avant 2002 d'ailleurs. Le marché est coincé, et j'ai voulu faire rentrer jusqu'en 2023 pour vous montrer ce qu'on appelle parfois en analyse technique pour les triangles l'apex, APEX, le croisement de ces deux droites. Cet apex est proche d'un support de marché autour de 1,05. Peu importe les décimales, après on s'en fiche à ce stade. On voit donc clairement que l'euro-dollar est baissier, mais que cette baisse va buter tant sur la droite haussière, pas tout à fait une droite de tendance encore une fois, c'est une droite haussière, que sur le support horizontal. Donc le marché risque de travailler en nous faisant quelques mouvements un petit peu erratiques, zigzags, autour de ces deux seuils. Maintenant, il est clair qu'à la hausse, le marché, pour redevenir haussier, doit casser la droite baissière, 1, et 2, dépasser le dernier moment de force de la baisse, à savoir 1,25. Ça, c'est très très clair sur l'euro-dollar. À plus court terme, avant d'attaquer cette droite baissière, les énormes bougies nous montrent que le marché risque de garder une volatilité. On pourrait construire un scénario de direction vers la droite de tendance baissière. Il y a au préalable le dernier moment de force de l'oscillation 2018-2020 baissière qui est marqué par la flèche. Donc tant qu'on est en dessous de 1,15, le marché peut continuer à faire un atterrissage lent sur le support de 1,05. Ça, c'est pour les possibilités de hausse. Et les possibilités de baisse, elles deviennent maintenant assez restreintes, autour de 1,06, 1,05. On peut y aller très vite, évidemment. La volatilité actuelle des marchés nous le démontre. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai voulu faire un focus hebdomadaire en utilisant essentiellement les seuils de retracement, qui sont un outil pas toujours suffisamment utilisé parce que dans de nombreux moments, il ne donne pas beaucoup d'indications. Actuellement, sur les actions, c'est le cas. Et il est important de dépasser les niveaux de Fibonacci. Il y a les seuils de Dow et il y a les seuils de Gann qui sont tout aussi utiles. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente semaine.